Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 166e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre Killing Sacred Cows de Garrett Gunderson, écrit en 2007. Donc, en introduction, le livre vise à remettre en question certaines croyances qui sont bien ancrées, selon l'auteur, sur l'argent et la prospérité. Donc, ce livre-là tente de bousculer un peu les idées qu'on a reçues, puis nous pousse à voir la finance sous un nouvel angle. Donc, si vous avez toujours cru que l'épargne, c'était la seule voie vers la sécurité financière, que prendre des risques, c'était synonyme de gains élevés ou encore que la dette était un mal à éviter à tout prix, alors cet épisode-là risque de remettre en question quelques-unes de vos certitudes que j'avais et que j'ai encore. Ce n'est pas un livre qui change tout, mais ça nous fait réfléchir. Donc, dans cet épisode-là, je présente 5 éléments clés que je retiens qui vont vous aider à repenser votre relation à l'argent puis avoir la richesse aussi d'une manière peut-être un peu plus créative et dynamique. Donc, installez-vous. On commence avec le premier élément de synthèse qui est abondance versus rareté. Donc, un des mythes les plus profondément enracinés selon l'auteur dans notre société, c'est celui du gâteau fini. J'ai mis ça entre guillemets. Donc, on se bat tous pour un morceau de gâteau. Mais on peut faire d'autres gâteaux. Beaucoup pensent que l'argent, c'est une ressource limitée et que pour que certains s'enrichissent, d'autres doivent forcément s'appauvrir. Cette vision-là de l'argent est basée sur une mentalité de rareté qui entraîne la peur du manque, la compétition excessive, puis une réticence à partager ou à investir. L'auteur propose au contraire une approche qui serait davantage basée sur l'abondance. Donc, l'idée centrale du livre, mais de l'auteur, c'est que l'argent ne fonctionne pas comme un jeu à somme nulle. Lorsqu'on crée de la valeur, on génère de la richesse supplémentaire qui peut bénéficier à tout le monde. Donc, mettons qu'on imagine un entrepreneur qui développe une application de gestion du temps basée sur l'IA, l'intelligence artificielle. Son outil va permettre aux entrepreneurs indépendants puis aux entreprises de mieux organiser leur travail, de réduire le stress puis d'améliorer leur productivité. En échange, elle va vendre son application sous forme d'abonnement, mettons. Non seulement elle va générer des revenus pour elle-même puis ses employés, mais son innovation va profiter à tous ses utilisateurs qui, eux, à leur tour, vont créer davantage de valeur dans leur propre domaine. Donc ça, c'est un cycle vertueux où la richesse se multiplie au lieu de se redistribuer à somme nulle. Selon l'auteur, ce changement de perspective-là, il est fondamental. Si vous voyez l'argent comme une ressource infinie qui peut être générée par la créativité, l'innovation et la collaboration, vous allez être beaucoup plus enclin à entreprendre, partager et à investir intelligemment. Donc, l'idée à retenir de ce premier point-là, c'est que l'argent, c'est un outil dynamique qui va se multiplier grâce à la création de valeur. Ce n'est pas une ressource limitée qu'il faut se disputer, mais un flux qu'on peut stimuler avec notre entrepreneurship et notre créativité. Deuxième élément que j'ai retenu du livre, c'est l'illusion de l'épargne. Donc, depuis qu'on est jeune, on nous apprend souvent que pour être en sécurité financièrement, il faut épargner. Et c'est ce que je répète aussi sur le podcast. L'idée derrière ça, c'est que plus on accumule d'argent, plus on est protégé contre les aléas de la vie. Mais l'auteur met en évidence une réalité qu'on ignore trop souvent. Donc, l'argent dort jamais. Il perd ou gagne en valeur en fonction de la manière dont il est utilisé. Donc, l'inflation, les crises économiques ou encore les fluctuations du marché font que garder de l'argent immobilisé peut être une fausse sécurité. Donc, plutôt que de tout miser sur l'épargne, il préconise une approche plus dynamique. Investir dans des opportunités qui vont générer de la valeur aujourd'hui et dans le futur. Donc ça peut signifier se former pour acquérir des nouvelles compétences, lancer un projet entrepreneurial ou bien même, comme on parle davantage sur le podcast, investir dans des actifs qui ont un réel impact économique, donc les actions, mais également l'immobilier. Donc l'épargne, c'est important. Il faut budgéter, réussir à dégager de l'argent, mais l'épargne seule ne va pas créer de richesse. Ce qui va créer de la richesse, c'est la mise en mouvement de l'argent pour produire de la valeur. L'épargne, en tant que simple accumulation d'argent, ça ne va pas générer de la richesse. Ce qui va créer réellement de la richesse, c'est lorsque vous allez prendre cet argent, l'investir dans des projets, des entreprises ou des innovations qui vont, elles, produire de la valeur. Par exemple, si vous avez une somme d'argent qui reste immobile sur un compte bancaire, elle ne contribue pas à l'économie.
Par contre, si elle est utilisée pour financer une entreprise, développer un nouveau produit ou améliorer un service, elle va permettre de créer de nouvelles opportunités, d'avoir des employés qui, eux, vont être rémunérés et d'augmenter la valeur globale qui est disponible dans la société. C'est la mise en mouvement de ce capital-là qui va transformer l'épargne en moteur de prospérité puis qui va permettre de faire fructifier votre patrimoine en même temps. Donc, l'idée à retenir de l'illusion de l'épargne, c'est qu'épargner sans objectif précis, ça ne garantit pas la prospérité. Il faut plutôt utiliser notre argent comme un levier pour créer plus de valeur dans notre vie, mais aussi dans celle des gens qui nous entourent et de celle des autres de la société de manière plus générale. Troisième élément que j'ai retenu du livre, le pouvoir n'est pas dans l'argent. Il y a beaucoup de personnes, selon l'auteur, qui pensent que l'argent, c'est le pouvoir. Je le pense aussi. Mais lui, il dit qu'en réalité, l'argent n'a pas de pouvoir en soi. C'est surtout un moyen d'échange qui n'a pas de valeur, en fait, qui a de la valeur juste parce qu'on décide de lui en donner une. Ce que l'auteur met de l'avant, c'est que le vrai pouvoir réside dans les gens, dans leur capacité à créer, à innover et à prendre des décisions qui sont stratégiques. Par exemple, un entrepreneur prospère n'est pas juste parce qu'il possède beaucoup d'argent, mais parce qu'il sait comment utiliser cet argent-là pour créer plus de valeur. Un artiste qui vend ses œuvres ne le fait pas parce qu'il a de l'argent au départ, mais parce qu'il y a un talent et une vision qui attirent des acheteurs. Donc l'argent, c'est un outil qui facilite les échanges. Mais ceux qui maîtrisent réellement la richesse, c'est ceux qui comprennent que c'est leur expertise, leur savoir-faire et leur réseau qui génèrent de la valeur. Donc l'idée à retenir, c'est de ne pas miser tout sur l'accumulation d'argent. Il faut développer vos compétences, vos relations, puis aussi votre capacité à apporter de la valeur aux autres. Selon l'auteur, c'est là que réside le vrai pouvoir. Quatrième élément que j'ai retenu du livre, risque n'égale pas récompense. Donc, l'un des conseils financiers qu'on entend le plus souvent, c'est plus vous prenez de risques, plus tu as de chances de gagner. C'est ce que je pense aussi, mais selon Gunderson, cette idée-là est fausse et elle peut même être dangereuse. J'ai récemment découvert un cabinet d'assurance différent. C'est des courtiers qui essaient d'acheter une assurance pour toi, pas de t'en vendre une. Si ton assurance auto, habitation ou entreprise renouvelle bientôt, fais comme je vais faire en juin prochain et appelle Galard Assurance au 450-753-8008. Va au galard.ca ou clique sur le lien dans la description de l'épisode. Tu vas voir, tu vas m'en remercier. Si tu écoutes Finances fondamentales, c'est probablement parce que tu veux mieux gérer ton argent, investir intelligemment et bâtir ton avenir. Mais il y a une autre forme de richesse tout aussi importante à laquelle je crois, ta santé. C'est exactement ce qui est abordé dans l'usine podcast, donc Bouger, performer, vivre, un podcast propulsé par l'usine Sherbrooke. Donc dans celui-ci, on parle d'entraînement, d'habitudes de vie, de comment bâtir une santé durable à long terme. Et si tu habites à Sherbrooke et tu es prêt à passer à l'action, là, on est dans le bout des bonnes résolutions par rapport à la santé, là, tu peux, en cliquant sur le lien dans la description d'épisode, réserver une consultation gratuite avec un des entraîneurs sur l'usinesherbrooke.com, notamment avec mon chum Max. Puis Max, c'est un vrai chum. Là, on joue à Codenames ensemble. Il me sac des volets au hockey. Dans tous les sports, en fait, là, Max, c'est un athlète et c'est surtout un être humain extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description de l'épisode, écoutez son podcast. Et si vous êtes à Sherbrooke, allez vous entraîner avec lui parce qu'au final, avoir du temps et de l'argent, c'est bien correct. Mais encore faut-il avoir la santé pour en profiter longtemps. Donc, prendre un risque inconsidéré, c'est juste du hasard selon lui. C'est pas parce qu'un investissement est risqué qu'il va forcément rapporter gros. Au contraire, investir intelligemment, c'est plus, en fait, avoir un investissement qui est intelligent, qui est aligné avec nos compétences et nos expériences et nos passions, c'est un meilleur investissement. Lui propose une approche plus stratégique, investir là où vous avez un avantage naturel. Donc, plutôt que placer votre argent dans des projets que vous ne comprenez pas, misez, placez votre argent sur ce que vous connaissez bien et où vous pouvez créer de la valeur directement. La bourse illustre bien cette dynamique-là. Là. Tu sais, si tu investis dans des entreprises sans comprendre qu'est-ce qu'elles font, tu sais, c'est un peu parier à l'aveugle. Si tu ne connais pas les fondamentaux, c'est un peu comme jouer au casino. Là. En revanche, un investisseur qui est avisé, éduqué, va choisir des actions en fonction de son expertise et de sa compréhension des secteurs qui touchent son expertise. C'est un petit peu ce que, voyons, pas Buffett, Peter Lynch. Ce que Peter Lynch disait, donc, d'investir dans ce que vous connaissez où vous avez une expertise. Donc, l'exemple qu'il donne dans le livre, c'est qu'un professionnel de la techno va avoir plus de facilité à analyser des tendances du numérique et identifier des entreprises prometteuses dans ce domaine-là. Donc, de cette façon-là, il ne se contente pas de spéculer, mais il prend des décisions éclairées qui vont maximiser ses chances de réussir et va contribuer également à l'économie réelle, donc à la société. Sinon, j'ajoute mon point,
qui a toujours les FNB pour relaxer et qui sont pas trop risqués. Donc, l'idée à retenir là, de risque n'égale pas récompense. Puis, en fait, c'est de ne pas prendre des risques qui sont pas calculés, de ne pas prendre des risques trop téméraires. Donc, c'est pas la notion de risque d'investir en bourse. Là. C'est pas d'être 100% action qui est un risque. C'est d'investir, par exemple, dans une compagnie que vous n'avez pas fait trop de devoirs parce que le beau-frère vous a dit que le lithium allait bien faire cette année. Donc, ce que je retiens, c'est qu'un bon investissement, c'est pas un pari risqué, c'est plutôt un engagement stratégique. Et idéalement, dans un domaine où vous avez une expertise, et si vous n'avez aucune expertise, mais idéalement, l'engagement stratégique, c'est peut-être d'avoir un plan d'investissement dans lequel le core, c'est d'investir dans des FNB indiciels ou un FNB tout en un indiciel. La dernière chose que j'ai retenue du livre, c'est la dette peut être votre ami. Donc, enfin, l'auteur dit qu'il va aborder un sujet qui est souvent diabolisé, la dette. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut éviter les dettes à tout prix. En fait, je pense qu'il faut éviter les dettes à tout prix, pas sûr, mais l'auteur dit qu'il y en a beaucoup de gens qui pensent que les dettes, c'est toujours mauvais. Il nuance un peu cette vision-là en distinguant deux types de dettes. Il parle des dettes passives, donc ça, il met ça en rouge, là. C'est des dettes qui vous appauvrissent, comme un crédit pour acheter des consommations inutiles, là, comme acheter avec une carte de crédit, une voiture, des vacances, tout ce qui est dette pour faire ce type de dépenses-là, pour lui, c'est des dettes passives. Ce qu'il appelle des dettes actives, c'est celles qui vont vous permettre de générer plus de richesses, comme un prêt pour développer une entreprise, un prêt pour aller développer des nouvelles compétences, un prêt pour investir dans l'immobilier. Donc, pour lui, ça, c'est des bonnes dettes. Donc, utiliser intelligemment, la dette peut être un outil puissant pour accélérer votre progression. Votre progression. Donc, plutôt que de voir la dette comme un fardeau en tout temps, il faut plutôt l'envisager parfois comme un levier. Pour ne pas se planter avec la dette puis l'utiliser comme un levier plutôt qu'un fardeau, l'auteur propose quelques principes clés à respecter. En fait, il y en a 5. Le premier, c'est s'assurer que l'investissement couvre le coût de la dette. Donc, l'argent emprunté doit servir à un projet que les gains futurs vont couvrir au minimum les intérêts et le capital à rembourser de la dette. Deuxième chose, garder une capacité de remboursement raisonnable. Donc, il ne faut jamais emprunter à la limite de ses moyens, sous peine de se retrouver piégé s'il arrive certains imprévus. Troisième principe clé de l'auteur, c'est prendre en compte le risque. Donc, tout investissement là, va comporter une part de risque. Il faut évaluer puis prévoir des plans de secours s'il arrive certains pépins. Quatrième principe, utiliser la dette dans un domaine maîtrisé. Donc, un petit peu comme son conseil tantôt, c'est d'investir dans un secteur que vous comprenez. Ça va vous permettre de prendre des décisions éclairées, surtout avec l'effet de levier, et de maximiser vos chances de succès. Et 5, ne pas multiplier les dettes. Donc, avoir trop de dettes en même temps, ça peut fragiliser votre situation financière. Même si chaque projet peut être rentable individuellement, ça va amener une lourdeur, une pression sur votre patrimoine financier qui peut vous amener à prendre de mauvaises décisions. Bien utilisée, la dette peut toutefois accélérer votre croissance financière. Mal gérée, elle devient un boulet. Donc, tout est question de stratégie puis de discipline. Donc, ce que je retiens de la dette peut être votre ami, c'est que la dette peut être un frein ou un accélérateur. Ça dépend juste de la façon dont vous l'utilisez. Donc, si vous vous endettez, faites-le intelligemment pour investir dans ce qui crée réellement de la valeur. Donc, en conclusion, le livre là, Killing Sacred Cows, ça nous pousse à repenser un peu notre rapport à l'argent. Donc, après ma barre, quand on lit ces points-là, tu sais que la dette peut être votre ami, risque égale pas récompense, le pouvoir n'est pas dans l'argent, l'illusion de l'épargne, on peut se dire, en fait, ça nous challenge un petit peu, on se dit, ben non, voyons, la dette, c'est pas notre ami. Mais ça nous rappelle, quand on creuse un peu plus, que la richesse vient de la création de valeur, pas de l'accumulation. Donc, il ne faut pas juste épargner. L'épargne passive, ça ne garantit pas la prospérité. Que le vrai pouvoir réside plutôt dans nos capacités à créer et innover et pas dans l'argent en soi. Que le risque n'égale pas récompense s'il n'est pas bien mesuré puis il n'est pas aligné avec vos compétences puis vos valeurs. Et qu'une dette qui est bien pensée peut être un levier de croissance. Donc, la question que l'auteur nous invite à nous poser en conclusion, c'est comment puis-je utiliser mon argent et mes compétences pour créer plus de valeur autour de moi? C'est un livre intéressant. Je l'ai bien aimé. C'est pas un incontournable pour moi, mais j'ai aimé pas prendre trop de notes. En fait, souvent, je lis des livres, puis il y a beaucoup de stats, il y a beaucoup de trucs à prendre en note pour que je ne veux pas oublier. Puis celle-là, je me suis laissé aller. J'ai juste lu, puis à la fin, je me suis dit, ah, ben voici les éléments que je retiens. Fait que pour moi, c'est un livre facile à lire,
qui nous permet de réfléchir. Puis je pense que c'est ça qu'on poursuit quand on lit des livres. Là. Surtout si vous êtes rendu à l'épisode 166, vous connaissez habituellement pas mal les bases, sauf si vous commencez à l'épisode 66, mais je vous invite à aller voir 50, 100 puis 150 au moins avant. Mais si vous avez déjà écouté beaucoup d'épisodes, vous êtes peut-être rendu à une place où les bases, vous les connaissez, là, FNB, automatiser l'épargne, 10% ou 20%, se payer en premier, tout ça. Mais ça fait du bien des fois de lire un livre qui chamboule un petit peu nos façons de voir les choses. Donc, sans changer ma façon d'investir, là, ça me permet de lire un livre agréable qui me fait réfléchir à différents éléments. Donc, c'est une bonne lecture, pas obligé de le lire, mais si vous avez un intérêt pour les livres en anglais, il se lit super bien. Ce que je retiens en gros de ce livre-là, c'est que l'argent, c'est pas bon ou mauvais, c'est juste un outil. Ce qui compte, c'est la manière que vous l'utilisez pour créer de la valeur, enrichir votre vie, mais également en même temps celle des autres. La semaine prochaine, c'est le 12e épisode où je réponds à des questions. Donc, la première question, c'est celle de Marie-Claude. Elle me parle du régime épargne études enregistré, donc le REE de BNC. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un FNB indiciel ou des fonds actifs? Pour Raphaël, le REE également. Quand réduire le risque? Donc, en ce moment, il est 70% actions, 30% obligations, puis il se demande quand il devrait aller vers du 50-50. Troisième question, c'est Louis. Pourquoi choisir XEQT plutôt que VFV pour son REER? Émilie, question 4. Les dividendes réinvestis dans un REE comptent-ils comme une cotisation? Et 5, Vincent. Pourquoi le CDR de Google semble sous-performer l'action US? Et ce jeudi, pour les actions, je vous présente 4 autres titres potentiels sur ma liste d'analyse avec les codes de couleur puis les prix pour chacune de ces 4 actions-là. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.